Amsterdam, juin 2021. Au bord d'un canal du centre-ville, une foule d'anonymes se recueille. Certains pleurent. Ils sont venus de toute la Hollande pour rendre un dernier hommage à l'un des personnages les plus célèbres du pays, Pieter de Vries. Le journaliste star de la télévision hollandaise, abattu en pleine rue quelques jours plus tôt. Pieter de Vries avait 64 ans. C'était un journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires criminelles. Depuis plus de 30 ans, il tenait en haleine les téléspectateurs hollandais avec ses enquêtes coup de poing. Vous regardez l'émission qui dévoile ce que la police et la pègre veulent garder secret, mais que vous voulez savoir. Depuis quelques mois, il travaillait sur une mafia ultra-violente qui sévit actuellement aux Pays-Bas. Sa tête était mise à prix, mais il avait refusé toute protection policière. Son assassinat a eu lieu en plein cœur d'Amsterdam. Il est 19h. Pieter de Vries, en costume clair, sort des studios où il a enregistré son émission. Il rentre chez lui. Il ne sait pas que les tueurs l'ont pris en filature. Pieter est abattu de 5 balles, tirées à bout portant. C'était une personne si importante pour les Pays-Bas et tellement appréciée. Il est devenu la victime de ce contre quoi il se battait si énergiquement. Donc je me sentais obligé de venir. C'est choquant, horrible, qu'une chose comme celle-ci puisse arriver. Vous sortez du travail et on vous abat. Selon vous, qu'est-ce que cela représente pour la société néerlandaise? Un effondrement. Je suis allé sur le lieu du crime, 1 ou 2 fois. J'ai parlé à des gens et c'est incroyable. La tristesse, l'émotion, le silence. Atroce. Que voulez-vous dire par effondrement? Que notre société, d'une certaine manière, devient de moins en moins sûre. Qu'est-ce qui arrive à ce pays? C'était un pays paisible. Ce meurtre n'est pas un cas unique. C'est le dernier en date d'une série d'assassinats commandités par des narcotrafiquants. Un phénomène qui menace aujourd'hui toute l'Europe. Cela semble difficile à croire, mais la Hollande, avec ses champs de tulipes et ses moulins à vent, est aujourd'hui le nouveau terrain de jeu des cartels de la drogue. En moins de 10 ans, les Pays-Bas et la Belgique sont devenus la principale porte d'entrée de la en Europe. Car c'est ici que se situent les 2 plus grands ports du continent, Rotterdam et Anvers. Des milliers de bateaux venus du monde entier y transitent chaque semaine. On estime aujourd'hui qu'entre 50 et 80% de la consommée en Europe est cachée dans leurs containers. Pour les douaniers, c'est un véritable casse-tête. Impossible de contrôler tous les chargements. Paul Meyer était l'un des acteurs de ce trafic dans les années 2000. Il a accepté de nous révéler quelques-unes de ses combines. Ça, c'est un bateau qui vient d'Amérique du Sud. Tu sais que ce bateau va accoster ici. Alors, soit tes propres gars attendent ici, soit tu le fais décharger par quelqu'un d'autre. C'est simple. C'est vraiment pas compliqué. Sur les ports, la peur s'est installée. Les dockers sont sans cesse harcelés par les trafiquants qui veulent les recruter. Ils essaient d'avoir votre nom. Et quand vous ne coopérez pas avec eux, ils vous menacent. Et ils s'en prennent à vous ou à votre famille. C'est un business dangereux. Ce trafic a donné naissance à une nouvelle mafia, dirigée par des Hollandais tous d'origine marocaine, la Mokro Mafia. Puissamment armés, ces gangs sont ultra-violents et n'hésitent pas à utiliser la torture. L'un de leurs membres témoigne. Si quelqu'un doit mourir, il mourra. Peu importe qu'il soit avec une femme ou un enfant, il faut qu'il meure.
Ces narcotrafiquants se sentent intouchables. Attentats contre les journalistes, assassinat d'un avocat, même le Premier ministre des Pays-Bas n'échappe pas à leurs menaces. Malheur à ceux qui se retrouvent sur leur liste noire. Je suis protégé par une unité spéciale de la police militaire néerlandaise. Une unité très professionnelle, mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Ce trafic de génère chaque année des dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, les autorités s'inquiètent. La Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir les premiers narco-États au cœur de l'Europe? Banlieue d'Amsterdam, mars 2022. C'est le début d'un procès hors norme. Un important dispositif policier est déployé autour de ce bâtiment à première vue banal, mais en réalité ultra sécurisé. On l'appelle le bunker. Il a été spécialement conçu pour les procès liés au crime organisé. Avec caméras de surveillance, fenêtres blindées et volets fermés en permanence. C'est ici que va être jugé l'un des plus puissants boss de la Mokromafia. Il arrive en véhicule blindé. Ridwan Taghi, 44 ans. Selon la police, il contrôlerait 30% du trafic de en Europe et aurait une fortune estimée à près de 100 millions d'euros. Avec lui, 16 de ses complices. Ils sont poursuivis pour 6 assassinats et une vingtaine de tentatives de meurtre. Un procès sous haute tension, interdiction de filmer ou même de dessiner les visages des magistrats. Les journalistes suivent les débats dans une petite salle à l'écart. Pour Walter Lomons, spécialiste des affaires criminelles, ce procès est une première aux Pays-Bas. Les procureurs sont sous anonymat. Ils nous demandent de ne pas publier leur nom. Pareil pour les juges. Ça en dit long sur la peur suscitée par le procès. Dans la salle d'audience, protégé par une vitre blindée, le témoin clé du procès. C'est l'ancien bras droit de Ridwan Taghi. Mais depuis qu'il a accepté de collaborer avec la police, les morts s'enchaînent dans son entourage. Quand ils ont rendu public l'existence de ce témoin, en quelques semaines, le frère de ce témoin a été assassiné, son avocat a été assassiné, et ensuite Peter de Vries, qui était devenu son conseiller média, a lui aussi été assassiné l'été dernier. Du fond de sa prison, Ridwan Taghi fait régner la terreur. Le premier avocat du témoin avait été assassiné devant son domicile sous les yeux de son épouse. Aujourd'hui, un nouvel avocat le remplace. Il vit sous protection rapprochée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exceptionnellement, il a accepté de nous rencontrer. C'est sur l'une de ces longues plages qui bordent la mer du Nord, à 2 heures de route d'Amsterdam, que Peter Schouten nous a donné rendez-vous. Il a 65 ans et sa vie a basculé avec ce procès. Je vis sous protection depuis plus d'1 an maintenant. Ça fait quoi de vivre comme ça? Eh bien, j'ai un peu l'impression d'être trimballé comme un paquet. Mais je suis fier de pouvoir faire mon métier, car je ne laisserai personne m'intimider. C'est important qu'un suspect ait un avocat. Il faut que quelqu'un le fasse. Pour moi, c'est nécessaire que dans une démocratie, on applique la loi. Les militaires en civil ne s'éloignent jamais. L'avocat était un ami proche du journaliste Peter de Vries. Tous deux avaient appris par les services secrets qu'ils étaient sur la liste noire de Ridwan Taghi. Nous discutions ensemble des dangers et des risques. C'était clair que quelqu'un parmi nous pouvait être abattu. On ne savait pas qui serait le premier, bien sûr. J'ai dit à Peter que c'était lui l'homme à abattre, car il était très connu. Et que cela aurait plus d'impact de le tuer, lui, que de me tuer moi. C'est en travaillant sur ce procès que les deux amis ont découvert à quel point l'organisation de Ridwan Taghi était puissante et représentait une menace pour la Hollande. Mon client a fait des déclarations sur plus de 1500 pages qui décrivaient leur façon de travailler, leur façon d'assassiner et comment ils repéraient leurs victimes. Ça montre à quel point ils sont organisés dans leur business.
Et c'est pour ça qu'il est difficile pour la Hollande de les combattre. Les autorités sont plutôt désorganisées, alors qu'au contraire, le crime, lui, est organisé. Ces gangs mafieux se sont construits autour du trafic de cocaïne, qui a explosé en Hollande ces dernières années. Mais le gouvernement a longtemps sous-estimé ce phénomène. Pourtant, à Amsterdam, un homme avait alerté sur la montée en puissance de cette nouvelle criminalité. C'est Walter Lommens, le journaliste que nous avions rencontré lors du procès de Ridwan Taghi. Il a écrit 2 livres sur le sujet. Ça, c'est le premier Mokromafia. Il a été publié en 2014. J'en ai vendu 140 000 exemplaires. Ce livre est devenu un phénomène de société et a même inspiré une série de fiction à la télévision hollandaise. Les Hollandais y découvrent la guerre sans merci que se livrent les gangs pour prendre le contrôle du trafic de cocaïne. Mokromafia, c'est un terme d'argot choisi par Walter pour désigner la mafia marocaine. Comme nous le savons tous, beaucoup de hashish est trafiqué entre le Maroc et l'Europe. Et quel est l'épicentre de la consommation de drogue douce en Europe? C'est Amsterdam, avec les coffee shops. Donc les routes commerciales étaient déjà en place. Et lorsque les cartels de la cocaïne en Colombie ont commencé à cibler le marché européen, ils ont commencé à envoyer la cocaïne en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Europe, en passant par les anciennes routes du hashish. C'est comme ça que tout a commencé. Alors les gars qui contrôlaient ces routes commerciales sont devenus très riches. Et c'est la raison qui explique que la plupart de ces mecs sont d'origine marocaine. C'est le port de Rotterdam qui a fait la fortune de cette Mokromafia. C'est le plus grand port d'Europe. 30 000 navires y transitent chaque année. En 2021, les douanes ont réussi à saisir 70 tonnes de cocaïne. Mais ce n'est qu'une infime partie de la drogue qui rentre dans le pays. J'ai vu des mecs qui, en à peine 3 ans, sont passés de petits délinquants de banlieue avec blouson North Face et scooter à multimillionnaires avec des millions investis dans l'immobilier à Dubaï. En à peine 3 ans. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Donc ce n'est plus la ruée vers l'or jaune, c'est la ruée vers l'or blanc. C'est pourquoi Ridwan Taghi fait figure de modèle pour cette nouvelle génération de criminels hollandais. Il a commencé par dealer de la puis à un moment donné, il a remplacé le par des ballots de et il est devenu richissime. À 50 km d'Amsterdam, la prison de haute sécurité de Lazordreff, où sont enfermés les criminels les plus dangereux du pays. Vito Choucroula y vient régulièrement rendre visite à ses clients. À 32 ans, il est l'un des avocats favoris de la Mokromafia. Il connaît bien le profil des jeunes qui se font recruter par les trafiquants. Quand tu parles avec eux, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas grand-chose dans la vie. Souvent, ils ont une enfance malheureuse, avec beaucoup de violence, mais aussi tout le reste. Pas d'études, pas d'éducation, pas d'intelligence. Ils sont très vulnérables, et ça fait d'eux une cible facile pour les criminels. Il est surpris par la vitesse à laquelle ces jeunes recrues passent de la petite délinquance à une violence extrême. À une époque, il y avait des tueurs à gages professionnels. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes de 18, 19 ans qui peuvent commencer par voler des vélos et seulement 2 ou 3 mois plus tard, ils se retrouvent avec des kalachnikovs entre les mains pour tuer quelqu'un. Vito a installé son cabinet dans la banlieue d'Amsterdam, dans un quartier habité principalement par la communauté marocaine. Tu as encore besoin de filmer? Ici, tu ferais mieux d'arrêter. De quoi? De filmer ici. Pourquoi ne pas filmer ici? Ils vont t'agresser, ils vont te frapper. Pourquoi? Parce que c'est des criminels. Ils ne veulent pas que tu filmes leur territoire.
Parmi ceux qui vivent ici, il y en a un dont le frère a pris perpète car il a tué un policier. Ils s'en foutent. Quand la police vient ici, c'est avec 4 ou 5 véhicules car ils savent que ça peut vite dégénérer. C'est pas un endroit sûr. Aujourd'hui, la Mokro Mafia représente la moitié de sa clientèle. C'est en faisant acquitter un de leurs chefs qu'il a bâti sa réputation. Ironie du sort, ses parents étaient fans du film Le Parrain, et c'est en souvenir de Vito Corleone qu'ils l'ont prénommé Vito. L'avocat a constaté que les affaires qu'il a à traiter sont de plus en plus violentes, avec souvent des armes de guerre. Comme lors de ce raid, mené dans une maison de la banlieue d'Amsterdam, où les policiers vont découvrir un véritable arsenal. Voilà, cette affaire concerne un gros stock d'armes qui a été découvert dans un garage. Avec des fusils automatiques, des AK-47, des grenades, des revolvers. Tout ce dont vous avez besoin pour commettre des assassinats était dans ce garage. Plaques d'immatriculation, voitures volées, armes lourdes, tenues de rechange. Ça montre le niveau de professionnalisme qu'ils ont quand il s'agit de tuer quelqu'un. La guerre entre les différents gangs de la Mokro Mafia aurait fait plus d'une centaine de morts. Le niveau de violence et la manière dont elle est utilisée est de plus en plus extrême. Chacun veut montrer qui est le plus fort. C'est moi le boss. Je peux aller encore plus loin que toi dans la violence. Chacun essaie d'effrayer l'autre. Et ça ne fait qu'empirer. Avec des décapitations, des exécutions de gens en plein jour, même s'ils sont avec leur femme ou leur enfant. Il n'y a plus aucune règle dans ce jeu. Voici quelques exemples de SMS envoyés par Ridwan Taghi à ses hommes sur le terrain. J'ai besoin d'un bain de sang et rien d'autre. Le Hugo ne vit plus. Ce chien a reçu 5 ou 6 balles dans la tête. Vaut mieux abattre ce boucher. Tout le monde peut savoir que c'est de ma part. Il a parlé avec la police. Mais c'est au cours d'un raid que la police néerlandaise va découvrir que la Mokro Mafia a franchi un nouveau palier dans l'horreur. Juin 2020, elle donne l'assaut contre une ferme. Les forces de l'ordre ont appris qu'elle sert de base arrière à un gang de narcotrafiquants, concurrents de Ridwan Taghi. Ils inspectent les pièces une par une. Ils ne découvrent ni drogue ni argent. Mais dans un garage, 7 containers transformés en cellules, avec murs insonorisés et menottes fixées au sol. Dans l'un d'eux, un stock d'uniformes de police. Mais aussi, ce container aménagé en salle de torture. Un fauteuil de dentiste avec des sangles et des menottes. Et dans un coin, des pinces, des tenailles et même un chalumeau. Nous avons réussi à entrer en contact avec un membre de la Mokro Mafia. Tu veux dire près du fast-food? C'est accessible en voiture? C'est Vito, l'avocat, qui nous a servi d'intermédiaire. Une rencontre à l'abri des regards, sous un pont dans la banlieue d'Amsterdam. L'homme a 34 ans, il appartenait à un clan rival de Ridwan Taghi. C'était le bras droit du boss. 20 ans de Mokro Mafia à son actif. Le problème dans le monde criminel, c'est que quand tu es jeune, tu veux gagner de l'argent rapidement. Tu veux de beaux vêtements et de belles voitures. Et donc, tu commences par les petites choses. Tu voles un peu, tu vends un peu de drogue, et sans t'en rendre compte, tu bascules dans un autre monde. Et après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Très rapidement, les jeunes recrues deviennent de vrais soldats, capables de tuer sur ordre, afin de prouver leur allégeance. Ça coûte combien de faire tuer quelqu'un? Le moins cher, c'est 4 000 €.
Et le plus cher, ça dépend de l'importance de la personne. Le montant peut atteindre des millions. Ici, aux Pays-Bas, il n'y a pas d'honneur et de respect pour les gens. Si quelqu'un doit mourir, il mourra. Peu importe qu'il soit avec une femme ou un enfant, il faut qu'il meure. Qu'est-ce que tu penses de Ridwan Taghi? Je ne souhaite pas répondre à cette question. Quelle est sa réputation? Mauvaise. Énervé. Je dirais que c'est comme un monstre. Comme un diable. Et même s'il est en prison, les gens ont encore peur de lui. Oui, c'est normal. Il a toujours des contacts à l'extérieur. C'est une personne très puissante, avec beaucoup d'argent. Vous devez donc faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, car il vous ferait tuer s'il le fallait. Ça ne l'empêcherait pas de dormir. Quelques mois après cette interview, la Mokromafia va franchir un nouveau cap en s'attaquant au plus haut niveau de l'État. Le Premier ministre néerlandais menacé par le milieu de la... Aux Pays-Bas, l'ombre menaçante de la Mokromafia. Le Premier ministre, Mark Rutte, venait d'annoncer qu'il allait débloquer un budget exceptionnel de 430 millions d'euros pour aider la police à lutter contre les narcotrafiquants. C'est après cette annonce que les policiers ont découvert que des guetteurs de la Mokromafia avaient commencé à le suivre. L'homme politique, qui avait l'habitude d'être proche de ses concitoyens et de se déplacer à vélo, a été immédiatement placé sous haute protection. Pour organiser la contre-attaque, les Pays-Bas vont se tourner vers l'Italie. Un pays devenu expert dans la lutte contre la mafia. C'est la ministre de la Justice hollandaise en personne qui a fait le déplacement à Rome. Pendant 2 jours, elle a rencontré les magistrats et les policiers spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. Elle improvise une conférence de presse sur place avec les médias hollandais. On peut se demander si nous, les citoyens néerlandais, nous sommes conscients que le crime organisé s'est installé dans nos rues, alors qu'il est bien là. Aux Pays-Bas, il serait bon que l'on soit moins naïf et que l'on voit que ce qui se passe en Italie se passe également chez nous, dans nos rues. Cette femme a été nommée au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité il y a seulement quelques mois. À 45 ans, elle est devenue le nouveau visage de la lutte contre les mafias de la... En Europe aujourd'hui, tout le monde semble découvrir la puissance des narcomafias. Pensez-vous que les Pays-Bas sont en première ligne? Oui, je le pense. Car notre économie ouverte et les infrastructures très développées qui font le bonheur des Hollandais a été pervertie par les criminels. Ce qui fait que nous sommes devenus, pour le monde de la drogue, la porte d'entrée vers l'Europe. Donc que cela plaise ou non, nous sommes en première ligne d'une bataille qui concerne aussi nos voisins, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie. Vous allez les combattre, est-ce que vous avez peur? Personnellement? Non. Sinon, j'aurais choisi un autre métier. Certaines personnes, et même certains ministres, disent que les Pays-Bas pourraient devenir un narco-État. Qu'en pensez-vous? Non. Cela voudrait dire que les politiciens sont payés par les narcotrafiquants. Et ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Merci. Mais alors que les Pays-Bas se lancent dans la lutte, la Mokromafia a déjà trouvé une nouvelle cible, la Belgique. L'autoroute entre Anvers et Rotterdam est surnommée l'autoroute de la drogue. C'est un des axes qu'utilisent les trafiquants pour inonder le marché européen. Dans un véhicule banalisé, Thierry est à l'affût. Il fait partie de la douane mobile. Sa mission, intercepter les voitures suspectes. Plus spécialement regarder les véhicules BMW, Audi, véhicules assez rapides. Soudain, ils se mettent en chasse. Une voiture attire son attention.
Qu'est-ce qui vous saute aux yeux là? Le comportement du conducteur, un peu méfiant, un peu nerveux. C'est vraiment un feeling, c'est la manière dont il me regarde quand il passe. En quelques secondes, il rattrape la voiture. Centrale, ici la Skoda, nous suivons une Polo noire. Thierry avait vu juste. Le véhicule est connu déjà pour le transport de stup. La voiture est escortée sur une aire d'autoroute. Ce jour-là, la police fédérale et les douanes belges ont associé leurs forces pour une opération coup de poing. Ils multiplient les contrôles et fouillent toutes les voitures les unes après les autres. Ce matin, la plupart des saisies concernent du... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un sac avec de la... Mais aussi des produits plus insolites, comme ces bouteilles de gaz hilarant. Et c'est en fin d'après-midi que les policiers vont toucher le jackpot. Grâce à cette camionnette un peu spéciale. À l'intérieur, un scanner mobile qui permet d'ausculter en temps réel les voitures et de découvrir ce qui se cache sous les carrosseries. Ça, c'est la lumière du auto, de la voiture, et au-dessus. Au-dessous du phare, un sac suspect. Mais il est enfermé dans une cache secrète, invisible à l'œil nu. Il faut trouver le système, comment ça ouvre. Bart Vertessen dirige l'unité antidrogue de la police fédérale. Et en 10 années de service, il a appris à déjouer l'ingéniosité des trafiquants. Et il faut allumer le moteur, mettre le déverrouillage, il faut mettre un contact avec une petite vis qui est ici. Et alors, le deuxième coffre s'ouvre avec la cache aménagée. À l'intérieur, dans un simple sac de plastique, 2 kilos de une petite fortune. Ça représente quoi comme valeur marchande? 50 € le gramme. Vous pouvez faire vous-même. 50, le type il va pas bien dormir cette nuit. Ce trafiquant, un Hollandais d'origine marocaine, vient de perdre 100 000 €. Venu de Rotterdam, il devait livrer la à Bruxelles. C'est en 2021 que la Belgique comprend qu'elle est devenue la nouvelle plaque tournante de la Cette année-là, la police fédérale belge réussit à décrypter des milliers de messages échangés par les trafiquants. En 2 semaines, ils vont mener plus de 200 perquisitions, saisir 17 tonnes de et 1 million d'euros en liquide. C'est le procureur fédéral de Belgique lui-même qui vient annoncer au journal télévisé l'ampleur du phénomène. La grosse majorité des messages qu'on a interceptés est relative au trafic de drogue. Et on a découvert un monde hallucinant avec des sommes gigantesques d'argent. Rien que ce qu'on a saisi, les 17 tonnes de ils ont perdu 2 milliards en 3 semaines. Au palais de justice de Bruxelles, le procureur fédéral, Frédéric Van Leu, a accepté de nous recevoir. Il n'en revient toujours pas de la masse d'argent générée par le trafic de Il y a des sommes en jeu qui avoisinent parfois les budgets de certains États. On parle de milliards d'euros et avec ces milliards d'euros, il y a tout un circuit de corruption qui se met en place et puis les vies ne coûtent plus rien. La police belge a découvert une nouvelle criminalité à laquelle elle n'était pas habituée. Des gangs qui s'affrontent pour le contrôle du trafic de meurtres, règlements de compte, tirs de Kalachnikov et même lancers de grenades. Comme sur ces images, saisies par une caméra de surveillance en plein centre-ville. Nous sommes passés d'une criminalité organisée qui a plutôt tendance à se cacher. Pour vivre heureux, vivons cachés, faisons de l'argent sans qu'on nous voie, à une criminalité organisée qui veut faire peur et veut prendre le dessus par la violence.
Ce sont des situations qui gangrènent complètement l'Amérique latine et gangrènent certains pays, qui deviennent des États quasi gérés par les narcotrafiquants, ou en tout cas où les narcotrafiquants ont une énorme influence. Honnêtement, c'est une situation qu'on doit absolument éviter chez nous. Et aujourd'hui, c'est la ville d'Anvers qui inquiète particulièrement les autorités. Elle est située au nord du pays, à 15 km de la frontière hollandaise. Anvers, le deuxième plus grand port d'Europe. Une gigantesque zone industrielle, devenue le nouveau terrain de jeu de la micromafia. Un casse-tête pour les douaniers belges. Ils sont installés dans ce grand bâtiment sombre, en plein cœur du port. La lutte contre le trafic de est devenue leur principale mission. C'est aussi un défi. Comment contrôler les 12 millions de containers qui passent par le port chaque année? Christian van der Waren est le directeur fédéral des douanes. On va maintenant où le camion rentre sur notre site de vérification. Dans cette guerre, il a une arme secrète. Chaque jour, les douaniers sélectionnent des containers et ils les font entrer dans ce long box en béton. En réalité, un scanner géant. En quelques minutes, le chargement est passé au rayon X. Combien y a-t-il de camions qui sont scannés chaque jour? On peut aller ici jusqu'à 70 à 80 conteneurs par jour. Les douaniers sélectionnent les containers en fonction de leur provenance, de la marchandise déclarée ou parfois de renseignements fournis par la police. Les scans sont ensuite analysés dans ces bureaux. Vous voyez, le scanner se fait de côté. Ce sont des olives qui étaient là-dedans. Et ici, vous voyez l'image. Il a la possibilité d'aller plus en détail et d'aller vérifier ici, est-ce qu'il y a rien d'abnormal là-dedans. Rien à signaler dans ce container, mais le directeur tient à nous montrer sur une saisie précédente l'ingéniosité des trafiquants. C'est un conteneur frigo. Ici, ce n'est pas normal qu'il y ait une plaquette comme ça. Dans ce cas de figure, le était incorporé dans la structure du conteneur. Le scan permet aussi d'indiquer à quelle profondeur la est dissimulée. Mais vous voyez ici que la couleur, la densité est différente. Et sur base de ça, les analystes donnent des instructions aux vérificateurs. Ils savent qu'il faut aller autant de mètres à l'intérieur pour trouver la drogue. Dans ce camion frigorifique, les douaniers n'avaient trouvé qu'une centaine de kilos de Mais en 2020, ils vont faire une saisie record, grâce à des informations recueillies par la police. 11 tonnes de cocaïne pure, découvertes dans un seul conteneur. Une valeur totale de près de 500 millions d'euros. Jamais dans le monde, on a fait une constatation d'autant de cocaïne dans un conteneur. Ici, les saisies de ont été multipliées par 30 en 10 ans. 3 tonnes en 2013, 90 tonnes l'année dernière. Et les douaniers estiment que cela ne représenterait qu'à peine 10% de la drogue qui entre réellement sur le territoire. À Anvers, un homme connaît tous les secrets du port. C'est dans un café du centre-ville qu'il nous a donné rendez-vous. Difficile d'imaginer que derrière ce dandy se cache un homme qui fut au cœur du trafic de drogue dans les années 2000. Si on me demande encore aujourd'hui quel est mon métier idéal, je réponds contrebandier. À cause de ce qui allait avec, surtout à cette époque. Les soirées, l'argent, mais aussi l'adrénaline. C'était excitant. Paul Meyer était à la tête d'un réseau de contrebande. Il était payé par les trafiquants pour faire entrer leur cargaison de drogue en toute sécurité dans le port d'Anvers. 20 ans de vie criminelle. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça. Ils s'attendent à ce que je dise que je regrette et que je ne le referai plus. Mais je vais être honnête, c'était génial.
C'était vraiment une belle époque. D'accord, la marchandise était mauvaise, je ne remets pas ça en question. Je n'aime pas ça non plus. Mais la contrebande me manque. Tous les trafics que je faisais, ça me manque énormément. Combien d'argent avez-vous gagné? Beaucoup. Beaucoup d'argent. Toutes les 5 semaines, le chiffre d'affaires était compris entre 20 et 25 millions d'euros. Oui, on a gagné plein de fric. Selon la justice, lui et ses associés auraient gagné plus de 700 millions d'euros avant que la police belge ne les rattrape. En 2007, il est arrêté à Bangkok, en Thaïlande, puis extradé en Belgique, où il est condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Il dit s'être reconverti dans le BTP, mais il n'a rien oublié des combines pour déjouer les douaniers. Selon lui, le port d'Anvers est une vraie passoire. Ici, tu peux voir, tout ça, c'est le port. Partout où tu vois de l'eau, c'est le port. C'est incroyablement grand, ça va jusqu'à la Hollande. À côté du centre historique d'Anvers, le port. Il est immense. Il s'étend sur 135 km², une surface qui dépasse la taille de Paris. Ok. Ici, comme tu peux le voir, il est interdit de rentrer. Normalement, on n'a pas le droit de circuler. Mais tu peux voir toi-même à quel point c'est facile de venir avec ta voiture jusqu'au bateau. Et c'est ce qui fait la différence avec Rotterdam et son port fermé. Ici, c'est un port ouvert. Contrairement au port de Rotterdam, qui est entièrement clôturé et interdit au public, on peut parcourir le port d'Anvers de long en large et accéder facilement au lieu de stockage des containers qui sont normalement interdits d'accès. Ah, regarde, je t'avais bien dit. Et tu peux le voir toi-même. C'est facile de conduire ici, et personne ne nous dit rien. Et même quand ils essaient de contrôler et de fermer l'accès, regarde là, regarde, le bois. Et tu sais d'où vient 80% du bois? Du Brésil, du Pérou, de pays comme ça. Le bois provient principalement d'Amérique latine, tout comme la cocaïne. Ce genre de cargaison est donc la planque idéale pour les trafiquants. Et nous avons pu accéder aux containers sans aucun contrôle. Pendant plus d'une demi-heure, nous allons ainsi nous balader dans des endroits sensibles, sans que personne ne nous arrête. Ça, c'est un bateau qui vient d'Amérique du Sud. Donc, si tu es malin, tu places ton conteneur dans ce bateau. C'est facile quand tu as les informations. Tu sais que ce bateau va accoster ici. Alors, soit tes propres gars attendent ici, soit tu le fais décharger par quelqu'un d'autre. C'est simple. C'est vraiment pas compliqué. Et pour avoir ces informations, il suffit parfois simplement de discuter avec les dockers et les marins qui sont sur le quai. Hey. Salut, tu bosses ici? Non, j'ai amarré mon bateau par là. Ok. T'as besoin de quelque chose? Non, on essaie de comprendre pourquoi le port d'Anvers est à ce point ouvert et qu'on puisse arriver en voiture jusqu'au bateau. Normalement, il faut s'annoncer au gardien. Ouais. Ouais, mais là, j'ai fait tout le tour jusqu'au bateau du Panama et personne ne m'a posé de questions. Personne. C'est à toi le bateau du Panama? Non, je suis amarré juste derrière. Par là-bas? Un grand tanker. Ok. A priori, une petite conversation anodine. Mais pour un contrebandier, c'est une source d'informations précieuses. Merci. Salut. Salut. Désolé, on parlait en néerlandais. Mais tu vois à quel point c'est facile de parler avec les gens. Il m'a tout expliqué. Il m'a même indiqué d'autres endroits dans le port où tu peux rentrer avec la voiture comme on vient de le faire. Donc, les informations, on les obtient facilement ici. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de baisser ma vitre et de poser des questions. Et je l'ai pas payé pour cette information. Sur le port, la corruption serait omniprésente. En 2021, la découverte par la police belge de milliers de conversations cryptées entre les trafiquants a révélé l'ampleur du phénomène. Douane, police,
Compagnies maritimes, sociétés de transport, agences de sécurité, la mafia de la a infiltré toute l'infrastructure du port. Leur cible principale, les dockers. Nous nous sommes rendus dans les bars du port où ils se retrouvent, en caméra cachée, car ici le sujet est sensible. J'ai beaucoup entendu parler de corruption ici. Comment ça marche? Il y a des gens qui viennent vous proposer de l'argent? Ils essaient d'avoir votre nom. Et quand vous ne coopérez pas avec eux, ils vous menacent. Et ils s'en prennent à vous ou à votre famille. C'est un business dangereux. Mieux vaut rester en dehors. Mieux vaut rester en dehors de ce business. Quand vous êtes dedans, c'est très difficile d'en sortir. Vous en connaissez? Oui. Et vous pensez que c'est possible que je les rencontre? Non. Je pense que vous feriez mieux de ne pas faire ça. Faites attention à ce que vous faites. Chez les dockers, on connaît les risques pour ceux qui parlent trop. Je connais quelqu'un qui a été confronté à ce problème. Les policiers l'ont attrapé. Ils l'ont mis derrière les barreaux, avec 2 de ses collègues. Une semaine plus tard, il était déjà libéré. Et normalement, on est en détention pendant des mois. Tu crois qu'il a parlé? 6 mois plus tard, il était... Ces menaces sont si fréquentes que le principal syndicat de dockers a réalisé un clip de prévention pour alerter leurs adhérents sur les risques qu'ils prennent en travaillant pour la mafia. Salut Ben. Tu veux te faire du fric? Tu veux t'acheter une belle bagnole? Qu'est-ce que je dois faire? Rien de spécial. Il suffit de déplacer un container. Le clip met en scène un trafiquant qui corrompt un docker. C'est dangereux? Mais non. De toute façon, si tu ne veux pas le faire, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais tu vas rater 25 000 €. Le clip alerte les dockers. Une fois qu'ils rentrent dans le jeu, il est presque impossible d'en sortir. Je pensais qu'on pouvait compter sur toi. Tu déconnes. T'as une jolie famille, dis donc. On pourrait peut-être leur rendre visite. Car pour les trafiquants, les dockers sont un rouage essentiel. Ce sont eux qui ont la main sur les containers. Niels a travaillé 10 ans sur les docks. Aujourd'hui, il est à la retraite. Mon boulot consistait à charger et à décharger les containers des bateaux. J'étais sur les grues mobiles, les grues à containers, vous savez, les grosses machines qui déplacent les containers d'un point A à un point B. Généralement, sur un bateau comme celui-ci, la drogue est concentrée dans un seul container. Et les trafiquants doivent réussir à l'isoler du reste du chargement pour pouvoir y accéder. Niels a été approché plusieurs fois, mais il a toujours refusé. Un type m'a demandé une fois si je pouvais mettre un container de côté en prétextant qu'il était cassé et qu'il devait être réparé. Donc, j'ai levé le container, mais le dessous était intact. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Si tu acceptes de travailler pour eux, tu leur appartiens. Ils t'offrent de l'argent. Combien vous pouvez gagner si vous acceptez? J'ai entendu dire que ça peut aller de 10 000 jusqu'à 20 000 €. Mais une fois que tu as pris tes 20 000, la fois d'après, ils te donnent que 10 000, ensuite c'est 5 000, et tu es quand même obligé de faire ce qu'on te demande. Si tu le fais pas, t'es baisé. Plus surprenant, les trafiquants ont trouvé un autre moyen pour corrompre les dockers. Ils les payent directement en... La plupart des jeunes dockers qui travaillent aujourd'hui, ils prennent de la car ils ne supportent pas le travail physique qu'ils doivent faire. Donc ils prennent de la pour avoir plus de pêche pour travailler. Et les trafiquants le savent bien. Donc ils paient les mecs en
Ils leur disent, voilà, si tu fais ça, je te donne 5 grammes. Ils les rendent accros à la et après, ils leur fournissent des petites quantités qu'ils peuvent eux-mêmes revendre. Vous pensez que c'est encore possible de combattre ce trafic? C'est une guerre que personne ne peut gagner. Personne. À Anvers, certains quartiers sont aujourd'hui complètement gangrénés par le trafic de drogue. La arrive en telle quantité qu'elle est bradée dans les rues. Le gramme y est le moins cher d'Europe, 40 €. C'est 2 fois moins qu'à Paris. Maintenant, on va aller dans le quartier chaud, là, mais on va rester pendant 20 minutes, une demi-heure, pas plus longtemps, parce que sinon, ça va bouger. Philippe de Winter est conseiller municipal de la ville et député depuis plus de 20 ans. Il dirige un parti nationaliste flamand, le Vlaams Belang, classé à l'extrême droite. Salut Philippe. Tout va bien? C'est une figure de la vie politique belge. Mais ici, il ne vient qu'accompagné de 2 gardes du corps, car le quartier est aux mains de la Mokromafia. Un dealer habite au-dessus de chez moi, il vient d'être arrêté. Et c'est sa femme qui continue le trafic à sa place. C'est une entreprise familiale. On ne sait plus quoi faire dans ces cas-là. Aujourd'hui, il est l'un des rares hommes politiques à accepter de s'exprimer publiquement sur la violence à Anvers. Il tient à nous montrer une scène filmée par une caméra de surveillance quelques semaines plus tôt. Un homme tire sur la façade d'une maison. 8 coups de feu en pleine rue. Le tireur se cache à peine, prend son temps et, chose surprenante, est filmé par son complice avec son téléphone portable. Voilà, des incidents pareils, il y en a tous les jours, des tirs contre des maisons, des attentats avec des grenades, avec des cocktails Molotov. Il y en a eu 37 cet été, pendant 3 mois. Presque tous les 2-3 jours, il y a un attentat. Ces quartiers sont devenus des quartiers du mafia. Vraiment, c'est le mafia qui règne. Ce soir, Philippe de Winter doit assister au conseil municipal de la ville. Le trafic de drogue est à l'ordre du jour. Un sujet sensible, sur lequel le maire refuse absolument de s'exprimer publiquement. J'ai plusieurs fois essayé d'interroger le maire. Oui, il ne veut pas. Pourquoi les autres pouvoirs publics, les autres acteurs politiques Ils ne veulent pas des interviews avec des journalistes ou montrer la vérité dans ces quartiers parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise publicité pour la ville d'Anvers. C'est l'omerta qui règne à Anvers, envers tout ce qui se passe avec le mafia de la drogue. Est-ce que certains politiques ont peur d'affronter le sujet? Évidemment, ils ont peur parce que c'est, soi-disant, parce que c'est du mauvais publicité pour notre ville, mais ils ont peut-être aussi peur parce que il y a des menaces, l'intimidation. Le maire a été intimidé, et peut-être aussi des autres, on ne sait pas. Et moi aussi, j'ai reçu des menaces, mais il faut les combattre maintenant que c'est encore possible. Le conseil municipal a lieu dans le centre historique d'Anvers, dans le majestueux hôtel de ville du XVIe siècle. Un décor solennel et protocolaire qui ne va pas empêcher Philippe de Winter de taper du poing sur la table. Il vient d'apprendre que certains conseillers de la majorité ont émis l'idée que, puisque la guerre contre la drogue semble perdue d'avance, il faut tout simplement dépénaliser l'usage de la et ça le met hors de lui. Il faut criminaliser la consommation de drogue. Pour tous ceux qui consomment de la drogue et sniffent de la ou je ne sais quoi à titre récréatif, il faut oser mettre le holà. Pourquoi ne pas lancer un appel à toutes les personnalités d'Anvers pour que tous disent, et vous le premier, ça doit cesser. Vous avez du sang sur les mains si vous consommez de la plus cette
Vous aidez et soutenez la mafia de la drogue. Vous êtes directement responsable des violences si vous consommez de la... Le maire ne veut pas entrer dans la polémique de la dépénalisation. Selon lui, la ville ne peut tout simplement pas gagner seule cette guerre contre la drogue. Nous avons fait des efforts spécifiques. Nous avons créé des unités spéciales de lutte contre la drogue au sein de la police. Et elles ont obtenu des succès. Et on le voit dans les chiffres de la criminalité. Mais le crime organisé est international et souvent géré à partir des Pays-Bas. Et on ne peut pas le combattre avec notre seule police municipale. En effet, à Anvers, le trafic de représenterait 50 milliards d'euros, soit l'équivalent de 5 fois le budget de la ville. Les narcotrafiquants sont aujourd'hui richissimes et comme en Hollande, ils n'hésitent pas à s'attaquer directement à l'État. Le 24 septembre dernier, à Bruxelles, les policiers ont déjoué une tentative d'enlèvement du ministre de la Justice. Ce membre du gouvernement, qui avait lancé des mandats d'arrêt contre des chefs de la mocro-mafia installés à Dubaï, vit aujourd'hui sous haute protection, dans un lieu tenu secret. Que la chose soit claire, si nous cédons aux criminels en tant que société, nous allons nous retrouver dans les conditions sud-américaines, c'est-à-dire dans un État narco où la mafia de la drogue est au-dessus des lois et dicte tout. Heureusement, ce n'est pas le cas chez nous et je suis sûr que ça ne s'arrivera jamais. La Belgique et les Pays-Bas ne sont peut-être pas encore sur le point de devenir des narco-États. Mais une chose est sûre, la mafia de la s'est installée en Europe et elle est plus puissante que jamais.